Salam alaikum, Zulfillah, bonjour à toutes et à toutes. Dans cet enregistrement, je vais traiter le cinquième chapitre intitulé Le droit de la consommation, très précisément les principales dispositions de la loi numéro 3108 que nous concerne dans le cadre de notre programme de CPGE. Alors, pour ce faire, je vais commencer par quelques généralités sur toute cette relation qui relie le consommateur et le fournisseur, puis passer donc au traitement des principales clauses ou bien des principaux articles ou plutôt d'apport de cette loi, spécialement quelles sont les clauses abusives, quelles sont également, ça veut dire quoi l'obligation de l'information, c'est-à-dire l'obligation des fournisseurs d'informer les consommateurs. Et puis donc on va reprendre avec quelques pratiques commerciales des fournisseurs et les conséquences de ces pratiques, dont la principale conséquence est le respect d'un délai de rétractation. Et comme ça, donc, je vais expliquer ça veut dire quoi la délai de rétractation, puis bien évidemment donc les conditions de son application. Également, la pratique de la publicité, c'est la publicité mensongère et la publicité comparative. Les conditions, surtout spécialement les conditions de son interdiction, et les ventes en solde également, les conditions de la pratique de ce genre de vente. Puis, je vais finir par l'abus de la faiblesse ou bien d'ignorance qui est également interdit par cette loi. Et je vais finir par quelques sanctions pénales, surtout dans le cadre des pratiques commerciales qui ne respectent pas des dispositions de cette loi numéro 3108. À la barakatillah, sans plus tarder, donc on va commencer par le premier point, puisque enfin, quel est l'objet principal de la loi 3108? Principalement, elle vise à édicter des mesures de protection des consommateurs. C'est-à-dire, principalement, l'objet principal donc, de ce droit, c'est d'édicter un certain nombre de dispositions qui permettent la protection des intérêts du consommateur. Comme ça, donc, c'est vrai, donc cette loi, elle a plusieurs objectifs. Mais son objectif principal est d'assurer l'équilibre dans les relations contractuelles entre le consommateur et le fournisseur. Surtout donc de protéger le consommateur parce que c'est la partie faible dans cette relation. On va voir donc cette loi également, c'est presque la même chose que le code de travail au Maroc. Donc il a un caractère de protection. Elle protège surtout les parties fragiles. Dans ce cas-là, c'est la partie faible qui se trouve toujours en position de force, en faiblesse, pardon, en position de faiblesse, c'est principalement le consommateur. Maintenant, cette relation, bien cette loi s'applique sur la relation entre le consommateur et le fournisseur, d'où la nécessité de expliquer ou bien de préciser qu'est-ce qu'un consommateur au sens de cette loi et qu'est-ce qu'un fournisseur. Comme ça, donc, pour déterminer dans quel cadre doit-on appliquer, faire référence à cette loi. Certes, dans les cas pratiques, des fois, on va voir il y a certaines problématiques traitées par la loi 3108 qui ressemblent un peu les problématiques traitées par d'autres lois, par exemple 1797 et surtout la loi sur la liberté des prix et la concurrence. Alors, donc, selon l'article 2 de la loi 3108, un consommateur est défini comme, regardez, toute personne physique ou morale. Le consommateur, ça peut être une personne morale, c'est-à-dire une société, un établissement public, une administration, ainsi de suite, mais qui acquiert ou utilise pour la satisfaction, regardez, des besoins non professionnels. C'est-à-dire, donc, la condition essentielle que c'est les achats, les acquisitions, les utilisations des biens commercialisés par le fournisseur sont utilisés pour les besoins précisément non professionnels. Faites attention à cette mention, à cette mention des besoins non professionnels. Bien sûr, donc des produits, biens, services qui sont destinés à son usage personnel ou bien familial. Puis,
le fournisseur, c'est quoi? C'est les définit comme étant également toute personne physique ou morale, soit physique ou morale, qui agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. Également, donc le fournisseur n'est pas réservé uniquement les personnes physiques, mais également il est réservé les personnes physiques et les personnes morales. Alors, donc les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d'un service public sont soumises également aux obligations aux fournisseurs par la présente loi. Également, ils sont concernés. Également, les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations des fournisseurs, les administrations, et ainsi de suite, sous réserve des règles et principes qui régissent l'activité de le service public qu'ils gèrent. Alors maintenant, l'objectif, on a dit, c'est d'équilibrer cette relation. Pour ce faire, pour assurer donc cette relation, cette loi, donc, elle a apporté beaucoup de choses et surtout un certain nombre de principales de mesures qui permettent de quoi d'équilibrer cette relation, caractérisée par quoi? Par un déséquilibre par définition. Le déséquilibre au détriment du consommateur. Voilà, donc cette loi, donc il a édicté donc plusieurs mesures pour protéger le consommateur comme étant la partie fragile, comme je viens de signaler. Comme ça, donc il existe, voici donc les principales dispositions que nous allons traiter. Dans les détails, voilà, dans les détails, on va commencer par l'obligation de l'information. Donc l'obligation de l'information, en quoi elle consiste? Donc le principe, c'est que selon le principe de cette obligation, c'est que l'article 3 de la loi 3108 dispose que tout fournisseur doit mettre, regardez, par tout moyen approprié, le consommateur, il doit le mettre en mesure de quoi? En mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, bien ou service, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel. C'est-à-dire toutes les informations nécessaires pour que le consommateur fasse un choix rationnel, donc doivent être mises à la disposition du consommateur. Également par tous les moyens possibles. Donc ainsi donc les moyens que le fournisseur peut utiliser pour honorer cet engagement ou bien cette obligation d'information, par exemple le marquage, l'étiquetage, l'affichage ou par tout autre procédé approprié, informé qui permet d'informer le consommateur, par exemple sur les prix des produits, des biens et des tarifs également. Donc tous ces moyens, ces voies, le marquage, l'étiquetage et bien d'autres choses qui permettent donc d'informer le consommateur sur les prix doivent être utilisés. Également, il doit fournir également le mode d'emploi. Comment on peut également, donc il doit toujours donc accompagner le produit d'un cahier technique qui permet de fournir l'information sur la manière par laquelle on emploie le produit, le manuel d'utilisation, la durée de la garantie s'il existe, les conditions, donc ainsi de suite. Alors globalement, comment le fournisseur doit honorer cette obligation d'information vis-à-vis le consommateur. Maintenant, dans le cas des contrats d'abonnement d'une durée déterminée, surtout par rapport à la question de le renouvellement, le consommateur doit informer par écrit ou bien par tout moyen justifiant bien évidemment sa réception, c'est-à-dire avec un accusé de réception. D'abord, en cas de non-tacite reconduction du contrat, s'il n'y a pas dans le contrat, il n'y a pas une clause qui régit le renouvellement de le contrat. Dans ce cas, donc cet écrit le terme de celui-ci, donc de cet écrit, est un mois au moins avant le terme prévu pour l'échéance du dit contrat, c'est-à-dire un mois avant la fin de le premier contrat. Donc le consommateur doit être informé, c'est-à-dire le fournisseur doit envoyer au consommateur par écrit un écrit justifié par un accusé de réception en lui informant sur quoi? Sur la possibilité de la reconduction, mais un mois avant.
En cas maintenant de tacite reconduction, s'il existe une clause très claire donc de la reconduction et ou bien de le renouvellement, le délai durant lequel le consommateur peut exercer maintenant, c'est le consommateur qui doit, si jamais le consommateur va par exemple demander le non-renouvellement de le contrat. Également, donc, le législateur impose au consommateur de procéder à cette demande un mois au moins avant le début du délai. Donc le premier cas, si le fournisseur qui cherche à renouveler, donc il doit informer par écrit le consommateur un mois avant, mais cette fois-ci, parce que donc le fournisseur il a droit de reconduire et l'abonnement, le contrat d'abonnement, donc le consommateur, si jamais souhaite mettre fin à ce contrat, donc il doit en informer par écrit le fournisseur un mois avant son expiration. Deuxième point essentiel, ou bien deuxième disposition au apport de cette loi, c'est par rapport aux délais de livraison. Le principe, selon l'article de la même loi 3108, donc le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé légalement, c'est-à-dire la condition pour appliquer cette loi, c'est d'abord, il faut que le prix ou bien les tarifs ont convenu entre les deux parties, il faut qu'il excède, qu'il dépasse un seuil fixé légalement. C'est-à-dire, donc, il faut qu'il ne soit pas donc un prix qui est inférieur généralement le prix pratiqué ou bien le prix moyen dans le marché, parce que c'est un avantage accordé par le fournisseur, le consommateur. Maintenant, c'est la première des conditions. Et que la livraison des produits ou bien des biens de l'exécution n'est pas immédiate. Il y a moins de conditions pour appliquer les dispositions qu'on va voir sur les délais de livraison. D'abord, le prix, le tarif, il faut qu'il soit supérieur le seuil fixé légalement. Donc, dans un cas pratique, c'est les éléments. L'élément lourd dit le seuil, on a le prix, on chauffe le prix, le contrat. Est-ce que c'est un prix, le prix, est-ce qu'il est supérieur, par exemple, le prix normal le marché, avec le produit, également le produit où je fais l'exécution de le contrat ou de la livraison, où je me fiche ce qui ne nécessite pas la réalisation de la prestation d'une façon immédiate. Si oui, ces deux conditions sont remplies, donc le fournisseur doit préciser par écrit la date limite de livraison ou de l'exécution de la prestation au niveau de contrat. إلى توفر هاد جوج ديال الشروط مزيان. اشنو ضروري الفورنيسور ان يصيفط الفورنيسور au sens de quoi عندكم faites attention le fournisseur ماشي le fournisseur au sens de la comptabilité générale, là au sens de cette loi là, on l'a défini au début. Donc il doit envoyer par écrit la date, par écrire ses SIFT, il doit préciser la date limite de la livraison le contrat, ou la facture, ou le ticket de caisse, ou la quittance, au moins une pièce justificative qui explique, qui justifie, qui démontre la relation entre les deux parties. Maintenant, le droit de résiliation de le contrat sans recours à la justice. Quand est-ce que la partie lésée, généralement, généralement, la partie fragile, le droit de résiliation, ou la partie le consommateur. Donc, selon l'article 13, si le délai mentionné, supposons que le délai mentionné est de 1 mois, si le délai mentionné est passé de 7 jours, on a 37 jours, 30 jours le délai de livraison, fait 30 jours, le consommateur n'a pas encore reçu la marchandise, n'a pas encore bénéficié de la prestation. Et lorsque le retard, regardez, n'est pas dû à un cas de force majeure, là je l'ai la force majeure, c'est un motif d'exonération de la responsabilité. Donc le consommateur dispose sans recours à la justice, de la faculté de résilier de plein droit l'engagement, le liant au fournisseur portant sur les biens non livrés ou la prestation non exécutée, de mettre fin le contrat et de sans aucun engagement, sans payer aucune indemnité,
On va voir les conséquences. S'il a fait des avances, il a le droit de récupérer son avance. Alors, donc le consommateur exerce ce droit, regardez, mais il est conditionné dans un délai maximum de 5 jours. Après l'expiration, il y a le délai de 7 jours. Quand tu faites le droit, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc, un mois, le délai de livraison, il est passé. On va supposer qu'un mois déjà est passé, le fournisseur n'a pas encore livré. Le consommateur, il doit attendre 7 jours. Quand tu fous 7 jours, il n'a pas encore été livré. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a droit, après 7 jours, donc dans un délai de 5 jours, de procéder de la résiliation. Sauf que 5 jours, un délai de prescription. Il le droit de la résiliation, mais 5 jours. S'il n'a pas procédé à la résiliation, donc il perd ce droit. À condition, normalement, l'exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre temps. Maintenant, fait 7 jours, donc un mois, avant les 7 jours, peut-être maintenant la marchandise il est déjà en route. Maintenant, le fournisseur il a livré après un mois et 2 jours par exemple, il a livré. Mais la livraison, donc le temps maintenant le transport, il demande par exemple, parce que vu l'éloignement là, ça demande parfois 4 jours de route, 5 jours ou 10 jours. Donc si la marchandise est en route, donc il n'a pas le droit de procéder à la résiliation. Même dans le délai de 5 jours. Alors donc maintenant les effets. En cas de résolution, en cas de la résiliation de le contrat, l'article 14 précise que, ou bien dispose que les sommes versées d'avance par le consommateur doivent être remboursées. Il a déjà, le consommateur, il a fait de l'avance, elle a dit que la livraison de la prestation. Si le consommateur, il a utilisé son droit de résiliation, c'est-à-dire après 37 jours, la commande, le cas parce qu'on a supposé un délai de livraison d'un mois. Donc le cadre de les 5 jours après le délai de livraison fixé la date, le contrat, et 7 jours le délai de grâce, les 7 jours, de 5 jours pour procéder à la résiliation. Supposons qu'il a réussi à résilier. Donc s'il a donné des avances, le fournisseur il a 7 jours. Le fournisseur, une fois qu'il a reçu donc l'avis de la résiliation, il a 7 jours pour rembourser. Rembourser dès que l'avance, à compter de la date de la réception de l'avis de précédé. Sinon, les intérêts. À partir du 8e jour, cette somme est productive d'intérêts de plein droit. Dès que l'avance par les intérêts. À auto légal en vigueur au bénéfice du consommateur sans préjudice de droit sans préjudice du droit qu'à ce dernier de réclamer des dommages et intérêts. Donc également, si jamais donc il n'a pas subi les préjudices, il n'a pas subi un dommage, il va demander uniquement le somme, dès que la somme d'avance avec l'intérêt. S'il a subi un dommage, il a droit également au dommage-intérêt. Les dommages-intérêts en plus de son avance, l'intérêt, puis dommage-intérêt. Là, donc, maintenant, pour les clauses abusives, généralement, la clause abusive, on l'a définit comme étant une disposition, un contrat, un article, un contrat, qui déséquilibre la relation entre les deux parties contractantes, Alors, justement, donc la définition de l'article 15 a défini la clause abusive de la manière suivante. Dans les contrats conclus entre fournisseurs, regardez toujours fournisseurs et consommateurs, au sens de cette loi, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, au détriment du consommateur, le fournisseur. Par définition, la relation elle est déséquilibrée. Donc la partie fragile, c'est le consommateur. Donc la loi elle est faite pour protéger le consommateur. La clause elle produit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
De façon indicative et non exhaustive, on va voir donc quelques cas précisés dans le cadre de l'article 18 comme étant, qui sont considérés comme étant les clauses abusives. Ça veut dire quoi? Quelles sont les caractéristiques de la clause abusive? Ils peuvent être regardés comme abusifs les clauses ayant objet ou pour effet, regardez, soit un effet, par exemple, dans les contrats de vente, de supprimer ou de réduire le droit de réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l'une de quelconque de ses obligations, entre le fournisseur et le consommateur, supposons que le fournisseur il a demandé le consommateur et le consommateur il a accepté de mettre un article qui supprime ou bien qui réduit le droit de la réparation d'un dommage causé au consommateur. Surtout maintenant, le fort de la prestation, cette prestation manque d'un élément essentiel. Donc normalement le consommateur il a le droit de demander réparation. Et si jamais donc les deux parties sont d'accord sur la suppression de ce droit, c'est une clause abusive, même si le consommateur a accepté. Ça concerne l'ordre public. Ça concerne l'ordre public, c'est-à-dire quoi? Donc normalement ça peut nuire à l'ordre public et donc il est interdit de plein droit. C'est même avec le consentement des deux parties, surtout le consommateur. Deuxième élément, de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit ou bien à livrer ou bien du service fourni. On a les deux parties, ce qui se mettent d'accord de permettre le fournisseur de modifier unilatéralement sans demander l'avis de le consommateur, les caractéristiques du produit. On a le pouvoir du fournisseur et la marge de manœuvre du fournisseur, donc il est large et est importante, il peut modifier au détriment. Il modifie le produit au détriment de l'intérêt du consommateur. Également, c'est une clause abusive, même si le consommateur a accepté il a signé le contrat, il a accepté, il a donné son consentement sur cette mesure. Donc également, il est interdit d'exclure ou bien de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou bien de non-mission de fournisseur. Cela fait une prestation, on vous a fourni donc la prestation, on dit que la prestation fait un problème qui a causé le mort d'un consommateur, ou là un produit, un produit, le produit lorsque le consommateur l'a consommé, lui a causé, on a découvert que la raison bien de la cause de la mort de la personne était de quoi? Était la consommation de le produit X fourni par un fournisseur. Donc sa responsabilité est engagée, même si dans le contrat donc on a introduit bien évidemment, on a introduit donc une clause qui limite cette responsabilité, sauf dans des cas très spécifiques, surtout les cas où l'obligation des moyens, le cas des opérations chirurgicales. Généralement on signe un papier sur lequel donc on assume la responsabilité si jamais l'opération n'est pas réussie. C'est un cas dans le domaine des opérations chirurgicales. Donc le médecin donc il a une obligation des moyens et non pas de l'obligation de résultat. D'exclure donc ou bien de limiter de façon inappropriée les droits légaux aux consommateurs et ainsi de suite. Voilà donc un certain nombre donc d'éléments. Alors déjà avec notre bon sens, on peut connaître normalement, on peut déjà voilà donc comprendre que justement une clause qui est dans un contrat donc il est abusif. Un cas pratique, lorsqu'on vous donne maintenant un contrat, un extrait d'un contrat, ou bien on vous parle d'un élément, un contrat, à partir de la manière par laquelle on formule la clause, on peut déjà déduire que c'est vrai, donc il déséquilibre le contrat significativement au détriment de le consommateur, donc un tableau abusif, donc il est interdit de plein droit. Maintenant
Le délai de rétractation, un délai très important. Si le code des 3108 il a apporté quelque chose de très nouveau, très intéressant, le délai de rétractation. Le délai de rétractation au Maroc, donc on le pratique dans trois pratiques commerciales. Soit les contrats conclus à distance, ou là on démarchage, ou là les crédits de consommation. On va commencer par le cas des contrats. Les cas du contrat conclu à distance. Alors, donc, comme définition, ça veut dire quoi? Le contrat conclu à distance. Donc, l'article 25 définit la clause, donc le contrat conclu à distance comme étant une technique de communication à distance, la technique de communication entre les deux parties, tout moyen utilisé pour la conclusion d'abord donc un contrat entre fournisseurs et sans la présence simultanée des parties. Encore la technique qu'on utilise normalement par n'importe quelle moyenne, mais elle est caractérisée par quoi? Par l'absence de la présence simultanée des parties. Donc la vente dans les plateformes internet, surtout le e-commerce, elle entre dans ce cadre-là. Maintenant, le cas les contrats conclus à distance, donc impérativement pour qu'ils soient valables, il faut qu'il se base sur une commande préalable. Selon l'article 33, donc d'abord il faut que le consommateur envoie, adresse une commande, à son fournisseur. Alors la fourniture de produits ou bien la prestation de service au consommateur sans commande préalable, et si le consommateur n'a pas adressé une commande préalable, de sa part est interdite. Un fournisseur, si jamais donc il envoie une marchandise à un consommateur sur la base d'un contrat à distance sans qu'il reçoive une commande de la part du consommateur, donc il encourt des risques. Il est interdit. Lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement, surtout parce que enfin, dès que la fourniture suppose donc le paiement après la livraison, immédiatement. Le silence du consommateur ne veut pas consentement. Si le consommateur il a reçu de la marchandise puis il a payé, donc le silence n'est pas vraiment donc le significatif d'un consentement. C'est-à-dire après, donc le consommateur il a le plein droit de recourir à la justice et d'intenter une action pour annuler un tel contrat et se faire rembourser. Le consommateur n'est tenu à aucune contrepartie en cas de fourniture dont il n'aurait pas fait la commande. Si quelqu'un maintenant envoie une marchandise à un consommateur sans commande préalable, donc il faut qu'il assume, le fournisseur doit assumer sa responsabilité. Maintenant la charge de la preuve. Dans ce cas dans le cas des contrats conclus à distance, à qui incombe la charge de la preuve, qui doit apporter le moyen de preuve. Donc l'article 34 également il est clair, donc c'est le fournisseur qui doit apporter les moyens de preuve. En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombe au fournisseur, notamment en ce qui concerne la communication préalable des informations prévues dans l'article 29, leur confirmation, le respect des délais ainsi que le consentement du consommateur. C'est celui qui doit approuver ces éléments-là, sinon pas le consommateur. Alors, toute convention contraire est réputée nulle et de nul effet. Le cas ménage également de la charge de la preuve, même si maintenant les deux parties sont mis d'accord à ce que la charge de la preuve incombe au consommateur, donc il est nul de plein droit comme disposition. Maintenant, délai de rétractation, on va définir d'abord qu'est-ce qu'on entend par ça. C'est simple. Par rétractation, on entend l'annulation d'une affirmation faite ou d'un engagement pris. سنيتي على ان انغاجمون من حقك تراجع عليه, ولكن فواحد لو ديلي غنشوفوه ça dépasse pas 7 jours ou là 30 jours, un cas très spécial. Donc c'est bon. Donc pour la rétractation, c'est quoi? Lorsque un consommateur s'est engagé avec un fournisseur dans le cadre d'un contrat, par exemple conclu à distance, il a le droit normalement de
d'annuler l'affirmation, bien l'affirmation qu'elle a donnée à son fournisseur et de se retirer normalement de le contrat. Le délai, donc, sur l'article 36, elle dispose d'un délai de 7 jours pour exercer son droit de rétractation, lorsque si le fournisseur il a mis à la disposition du consommateur toutes les informations nécessaires pour qu'il réalise donc un choix rationnel. Sinon, 30 jours pour exercer son droit si le fournisseur n'honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations prévues dans les articles 29, 32, ainsi de suite. Les informations, certes, tu as des informations à l'âge l'identité le fournisseur, les modalités de l'application du délai de rétractation, donc et ainsi de suite. Il doit, par écrit, c'est là envoyé par écrit ces informations le consommateur, donc le consommateur, il a 7 jours. De la commande, de l'acceptation de l'engagement pour annuler. Passé, ils perdent le droit de rétractation. Sinon, le deuxième cas, 30 jours, dans le cas où le consommateur n'a pas reçu donc ces informations. Et cela donc sans avoir à se justifier, il n'est pas payé de pénalité, à l'exception, le cas échéant, de frais de retour. Maintenant, le fournisseur, il est libre de tout engagement. Et là, c'est le fournisseur, le consommateur, il s'est retiré le contrat, il a annulé le contrat, il a annulé sa affirmation, il ne paye ni pénalité, ni autre chose. La seule chose qu'il peut payer, c'est les frais de retour, frais de transport. Le délai mentionné donc à la ligne précédente court donc à compter de quoi? De la date de la réception de le bien. Le bien, de 7 jours. Il doit garder le bien dans son état. Puis, donc, dès que 7 jours, donc, il a le plein droit de demander donc l'annulation et le retour de le bien et le remboursement. Les entreprises qui font la vente en ligne au Maroc. Voilà, les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de quoi? Des articles 38 et 42. Donc l'essentiel, ce qu'il faut retenir, voit les deux délais, 7 jours ou bien 30 jours, le cas où le consommateur n'a pas reçu donc sous forme d'écrit des informations sur l'identité du fournisseur, les modalités de l'application, surtout donc le délai de rétractation. Maintenant, en cas de démarchage, le cas de le démarchage, ça veut dire quoi le démarchage? Le démarchage, ceux qui contactent les clients chez eux, qui porte à porte, il frappe la porte du consommateur, ou bien il contacte le consommateur dans son endroit de travail, ainsi de suite. Et sur la base d'un catalogue, on vous remet un catalogue, puis on vous demande par exemple, voilà, donc de remplir une commande. Il y a des démarchages. Ça se fait généralement pour les produits de cosmétiques. Et maintenant, ce sont les premiers qui ont commencé par ces techniques. Et maintenant, il est général, presque, on l'applique, tous les domaines l'appliquent. Maintenant, donc, par dérogation aux dispositions de l'article 604 de Dahir HDL, le code des obligations et de contrat, il y a les dispositions de l'article, il impose à toute signature normalement d'un contrat, donc de respecter le contrat. Par dérogation, le principe, dans un délai maximum toujours de 7 jours à compter de la commande, également, l'engagement d'achat, le consommateur, il a la faculté de se rétracter. Il y a la même chose, sauf que maintenant 30 jours, 7 jours, là, on a déjà un contact entre les deux parties, et le démarcheur, donc il doit généralement montrer l'identité, son identité, le consommateur. Il se présente généralement, donc il fait une présentation sur la société, et puis parfois même il fournit donc des documents qui montrent l'identité ou bien voilà justement donc du fournisseur. Toute clause du contrat
par laquelle le consommateur abonde son droit de rétractation est nulle et non avenue. Alors, également, c'est une clause abusive. Donc, dans un contrat, c'est de l'impossible d'introduire une clause qui interdit ou bien qui limite le droit de rétractation du consommateur. Selon l'article 51, à la suite d'un démarchage par téléphone, des fois donc on peut faire un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, quand je le contacte, le fournisseur doit indiquer explicitement son identité, le caractère commercial de son intervention, dans le cadre d'une promotion, dans le cadre maintenant de la prospection, il doit expliquer ça, il doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre qu'il a faite. C'est doit normalement confirmer le consommateur l'offre qu'il lui a présentée par téléphone. Maintenant, dans le cas des contrats à crédit à la consommation, également, donc on peut, un consommateur peut exercer le droit de rétractation à compter de la date de son acceptation de l'offre de crédit. Quelqu'un qui fait appel, donc bien qui contacte maintenant un banquier. Pourquoi? Pour le bénéficier d'un crédit à la consommation. Donc lorsqu'il accepte l'offre, il signe le contrat dans un délai de 7 jours. Il a le droit de revenir sur son engagement. Même après le déblocage de l'argent. Tu as droit, dès le délai de 7 jours, de demander l'annulation de le crédit. Un formulaire détachable joint à l'offre, préalable, et permettre alors donc d'exercer sa faculté de rétractation et d'en avertir le consommateur. C'est le formulaire détachable et dont tu mentionnes comme quoi là, tu n'as plus, tu vas pas maintenir maintenant l'engagement. Peut-être tu as d'autres choix, tu as une autre idée maintenant. Peut-être maintenant tu veux plus, par exemple, normalement de ce crédit. Donc tu as le droit de demander l'annulation de le crédit et l'annulation de le contrat, mais dans un délai de 7 jours. Et tu n'es pas obligé de présenter les raisons. Hein. Maintenant pour la pub, on va commencer par la pub mensongère. Allez, c'est une pratique des entreprises. On interdit les entreprises de faire la pub mensongère pour protéger les consommateurs. Enfin, ça veut dire quoi la pub? Il est interdit toute publicité comportant ce quelque forme que ce soit. Également, c'est une définition, on peut déduire de ça la définition de la pub mensongère. Les allégations, indications ou présentations fausses. ادعاءات إشارات ولا تقديم على اللي هي خاطئة شي حوايج les غالطين على soit la nature ou bien de nature les allégations les indications de nature quoi à induire une erreur أنا تغلط الناس أنا يغلطوا الناس وتوهمهم بشي حاجة ما كايناش ce quelque forme que ce soit lorsque celle-ci porte sur un ou plusieurs éléments c'est après produit par exemple, l'existence le produit, la nature, la composition, la qualité substantielle, teneur de principe et ainsi de suite, l'espèce et tout. Normalement, toutes les allégations et les indications qui portent sur l'existence, la nature, la composition, la qualité et ainsi de suite, donc il est interdit par la force de la loi, c'est-à-dire la publicité mensongère, il est interdite. La pub maintenant comparative. Il y a des entreprises qui font de la pub comparative, ils se comparent toujours avec leurs concurrents. Une pratique qu'on accepte sur d'autres sites, donc on accepte même parfois donc voilà donc j'ai appris que par exemple au niveau de les États-Unis d'Amérique, McDonald's et les autres lorsqu'ils présentent maintenant il fait donc une pub, il fait une pub comparative avec KFC par exemple, donc il montre KFC donc sans directement, il attaque directement, donc on accepte. Au Maroc là, on va voir au Maroc de la pratique, donc il est selon l'article 22, donc il est réglementé quand même. Alors donc définition, ça veut dire quoi la pub comparative? C'est une publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs du bien, produit, service. Il compare maintenant les caractéristiques d'un produit, soit la citation, bien la représentation de la marque de fabrique, de commerce, mais la H est de la marque, de fabrique, de commerce, de service d'autrui, hein, et le conquérant généralement. Soit la citation, la représentation de la raison sociale de l'autrui, ou bien la dénomination sociale de le nom commercial et de l'enseigne de l'autrui.
Maintenant, il est interdit. Tout à l'heure, je vous ai dit maintenant qu'au niveau de l'Amérique, on accepte. McDonald's, تقدر دير مثلا في une pub, une comparaison directement avec KFC sans problème. Pepsi avec Coca également, même chose. Voilà, des produits Tesla, l'automobile avec Ford sans problème. Hna au Maroc là. Donc on n'a pas droit donc de faire de la comparaison, oui, mais sans faire la citation مثلا de la marque ou la fabrique ou la de commerce ou de l'ancienne ou de la raison sociale ديال le concurrent. غتشوفوا مثلا في les détergents مسحوق الآخر كنقول مسحوق الآخر ولا shampoing d'autrui, donc sans montrer ni l'emballage ni مثلا ni la marque de l'eau. Alors maintenant les conditions d'autorisation, la pub comparative elle est autorisée au Maroc que quand est-ce que c'est loyal, véridique et qui n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas induire en erreur le consommateur. Le caractère de la déceptivité, surtout la marque, parmi les conditions fondamentales de la marque. Alors, lorsque la comparaison porte sur les prix, maintenant si ça concerne les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques. Alors, les prix, il faut qu'ils soient identiques, alors que c'est de l'impossible aujourd'hui à ce que les produits des concurrents soient identiques. Ne serait-ce que maintenant au niveau de l'emballage, il y a des différences, et ainsi de suite. Vendu donc dans les mêmes conditions, indiquer donc la durée, c'est la durée maintenant pendant laquelle sont maintenus donc les prix mentionnés comme sien par l'annonceur. Je peux par exemple faire de la pub aujourd'hui sur la baisse de prix. Après 2 jours, 3 jours, j'annule l'offre. Donc là, c'est pour cette raison on a réglementé, on demande donc dans l'annonce de montrer la durée de l'application des tarifs annoncés. Alors maintenant les ventes en solde, ça veut dire quoi la vente en solde? Selon l'article 53, au sens du présent chapitre qui traite les pratiques commerciales, on entend par vente en solde les ventes accompagnées de la vente accompagnée ou bien précédée de la pub au même moment de la pub ou avant de la pub et annoncée comme tendant par une réduction de prix, soit à l'écoulement accéléré des produits ou bien l'écoulement accéléré des produits ou bien les biens non stock. Donc une pratique qu'on trouve généralement pour la grande surface chaque jour. Hein. A dit donc les conditions de sa pratique, ils sont selon l'article 53. La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d'un affichage clair, lisible du terme solde. Solde. Également, le fournisseur est tenu d'indiquer dans les lieux de vente, d'abord donc les produits ou bien les biens sur lesquels il porte la réduction de prix, c'est bien. Également le nouveau prix appliqué et l'ancien prix qui doit être barré. Les produits, on barre le prix ancien, puis maintenant pour voilà, on montre en gras le nouveau prix. Maintenant qu'ils sont la durée de le solde également, ça va durer combien? Maintenant l'ancien prix. L'ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établi au cours des 30 derniers jours précédant le début de solde. Donc le prix barré, il ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien, le prix les 30 jours avant peut-être donc les 30 jours, au début les premiers 5 jours, l'entreprise a appliqué donc un prix un produit X. Il a appliqué un tarif par exemple de 100 dirhams. Après donc les 5 jours, d'art 150, puis 180. Peut-être c'est pour préparer le consommateur psychologiquement la baisse. Puis justement on affiche, on annonce des ventes en solde. Donc voilà, des ventes en solde pendant un mois avec des tarifs par exemple le 100 dirhams. Donc alors que 100 dirhams on l'a appliqué avant. Donc d'abord l'ancien prix barré ne peut excéder le prix
le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou un produit à la période des 30 derniers jours. Donc, à dire la condition pour surtout concernant le prix appliqué. Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables au produit. Également, s'il existe des taux de remise, il faut qu'ils soient également annoncés en clair et affichés donc en clair et d'une manière lisible. Alors, donc, on va finir par l'abus de cette loi sur l'article 53. Donc, on interdit tout engagement né d'un abus, de la faiblesse, la relation, de l'ignorance, le consommateur n'est pas au courant des informations très précises. Un engagement pris dans ce cadre-là est réputé nul par la force de la loi. Si quelqu'un a signé un engagement alors qu'il est en position de faiblesse ou bien d'ignorance, surtout je parle ici de le consommateur, cet engagement, il est nul de plein droit. Dans ce sens, le consommateur se réserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et être dédommagé sur les préjudices subis. Donc il a donc ici, regardez, donc le fournisseur n'a pas honoré son engagement de l'obligation de l'information. Quand l'ignorance, il faut informer suffisamment et convenablement donc le consommateur pour qu'il puisse faire ses choix donc d'une manière rationnelle. Et je vais finir par les sanctions. Voilà, donc les sanctions généralement pénales. À partir de l'article 173, vous trouverez donc beaucoup de sanctions. Par exemple, le cas de la pub qui ne respecte pas les conditions dont on a parlé. Par exemple, l'infraction et les allégations, les indications, bien des présentations fausses. Il y a une pub comparative. Là, donc, si on ne respecte pas normalement par exemple, on a montré maintenant les allégations, la marque, le conquérant, la consigne, donc on a donc la sanction, elle peut aller jusqu'à 50 000 dirhams jusqu'à 250 000 dirhams comme étant amende. Une amende, c'est pour cette raison on l'appelle pénale. Puis les indications obligatoires lors d'une publicité. Et donc les indications qu'il faut normalement au niveau de la pub, s'ils ne sont pas respectés, donc l'amende peut aller de 10 000 jusqu'à 50 000. Maintenant, pour les contrats conclus à distance, les mentions obligations doivent figurer sur l'offre du contrat. Si par exemple le fournisseur n'a pas mentionné les mentions obligatoires ou bien les obligations liées aux conditions contractuelles, il n'a pas également mais est mentionné donc les obligations liées aux conditions de livraison. Donc ça peut aller de 1200 jusqu'à 10 000. Puis les obligations liées donc à la rétractation. Quelles sont les modalités qu'il faut appliquer dans le contrat pour appliquer le délai de droit de rétractation, ou bien les modalités pour exécuter donc le contrat, elles ne sont pas mentionnées, ne sont pas mises à la disposition du consommateur. Le fournisseur encourt donc une amende qui peut aller de 1200 jusqu'à 50 000 dirhams. On va finir par même chose sur le démarchage, presque les mêmes sanctions, et même chose sur la loterie donc publicitaire. Voilà, donc ainsi donc cette partie prend fin. Je vous souhaite une bonne préparation et une bonne réussite, Inch'Allah, et à très bientôt. Donc surtout dans le cadre de l'économie générale, je vais essayer donc de traiter dans les vidéos prochaines donc l'intervention de l'État et le commerce international. Merci pour votre attention et à très bientôt, Inch'Allah.